Pascal Cohen, vous avez remporté le titre d'un meilleur ouvrier de France en 2019 dans la catégorie sérigraphie. Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre spécialisation. Alors en fait, c'est un métier d'imprimerie qui en comporte en fait plusieurs techniques, comme l'offset, l'impression du fil. La sérigraphie, en fait, c'est plutôt une technique de dépôt de décor sur une variété de supports qui vont du textile aux matériaux de bois, aux matériaux métalliques, au plastique. En fait, c'est vraiment une technique très très sûre. Alors on reviendra dans quelques instants sur votre formation, sur votre travail actuel. Je voudrais d'abord que vous nous racontiez pourquoi vous avez eu cette velléité d'obtenir un diplôme d'État. Alors c'était un peu un hasard. J'ai accompagné mon collègue quelques années dans son concours MAUF, mais lui dans la spécialité offset. Et j'avais réalisé la partie PAO pour lui. Et c'est vrai que j'étais intrigué et intéressé par le prestige en fait de l'épreuve. Et je regrettais à l'époque de ne pas avoir mon métier ouvert au concours. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu dans l'attente. Oui, c'est assez nouveau finalement, cette catégorie sérigraphie. Oui, c'est pas une catégorie qui est ouverte à chaque concours. Elle avait été ouverte par le passé et devant sans doute le manque de candidats, elle avait été en fait clôturée et a été rouverte heureusement pour ce concours de 2019. Détail important, vous n'avez pas eu de qualification si j'ai bien compris. Non, nous n'étions en fait que 2 candidats et la décision a sans doute été prise par le jury de nous envoyer directement en finale. Parlez-nous du thème que vous avez été contraint de traiter. Alors en fait, on nous a imposé en fait le thème qui était un travail autour de l'artiste Van Bien. On nous a communiqué une photo d'une œuvre et ainsi que des logotypes à intégrer en fait dans l'affiche et un texte imposé. Mais nous avions la liberté en fait de la réalisation de l'affiche. Le choix des polices, le choix des couleurs, le choix de l'emplacement. Du format ? Le format, oui, il demandait le plus grand possible. C'est vrai, effectivement, là, on est allé au maximum de nos machines. Et après, le jury s'adapte, ils comprennent aussi nos contraintes en fait matérielles. Je voudrais qu'on parle des matières et surtout de la matière brute qui vous a permis de travailler cette affiche. Alors en fait, c'est un choix du support. Là, on était libre. Il fallait un papier affiche sans contrainte particulière. Et j'ai eu la chance de découvrir un reliquat en fait de papier qui traînait, qui nous avait été livré par une entreprise partenaire. Qui ne l'utilisait plus, et c'était le papier idéal. Et quel type de papier vous avez utilisé ? Alors c'est un papier très peu couché, donc un papier qui n'est pas lisse ni brillant, pour éviter le côté clinquant en fait et les éblouissements sur l'affiche. Donc la partie qu'on voit briller en fait, c'est bel et bien la couche d'encre et non pas le papier. Ce qui donne plus de matière en fait à l'œuvre de Van Bien, qui était en fait un alliage de bronze et d'acier.
Oui, on a l'impression que c'est du cuir même sur la photo là. C'est ça. Ouais. Alors, par exemple, cette affiche, vous la tirez en plusieurs exemplaires. Comment ça se passe pour l'impression ? Oui, alors bien évidemment, on va faire un jet d'un certain nombre de feuilles. Alors dans mon cas, j'ai pas réussi mon tirage du premier coup. J'ai fait une dizaine de tirages, à chaque fois d'une 50aine de feuilles, pour en extraire généralement la moitié qui est correcte et quelques feuilles parfaites. Là, effectivement, on présente la perfection. Alors, ce travail, vous l'avez pratiqué dans l'atelier de votre entreprise ? Tout à fait. Je restais donc tous les soirs pendant 2 mois jusqu'à la fermeture de l'établissement. Et je demandais même à des collègues cadres de venir me rouvrir le week-end. Et alors, quel œil extérieur aviez-vous pour peut-être avoir un jugement sur l'évolution de votre travail ? Mon collègue et formateur, qui a été mon formateur il y a 25 ans, qui est devenu mon collègue il y a 20 ans, qui me regardait avancer dans mon projet et qui glissait aussi des fois de temps en temps des conseils. Comment vous avez présenté cette affiche ? Est-ce que vous la mettez en valeur sous un cadre ? Alors, c'est rocambolesque. Mon tirage, je l'ai redécouvert il y a de cela quelques mois. Il avait disparu, en fait, depuis la finale qui se passait à Lyon. Donc, je m'étais rendu à Lyon avec mon début de tirage. Mon tirage, en fait, comporte 7 couleurs. On devait réaliser le dernier passage en loge devant jury à Lyon. Donc, j'ai réalisé les 6 premiers passages à Graphipolis sur mon matériel et je me suis rendu à Lyon avec mon tirage, mes encres, mes écrans. C'était toute une épopée en traversant la France. Et en fait, en arrivant là-bas, le tunnel de séchage était en panne. Donc les feuilles n'ont pas pu être séchées et sont restées dans un petit meuble en attente, ce qu'on appelle une claie. Et je n'ai jamais eu de nouvelles en fait de mon tirage. Pour moi, il était perdu corps et âme. Et lors d'une discussion avec le formateur de la SEPR de Lyon, en fait, j'ai appris qu'il avait bien procédé au séchage de mon tirage et bien expédié mon tirage qui était dans un bureau parisien et qui m'a été rendu, du coup, 1 an et demi après. Pour moi, il était perdu et je viens juste de le retrouver, en fait. Formidable. Ah oui. Alors Pascal Cohen, si vous aviez des étudiants devant vous, quels conseils pourriez-vous leur donner, même pas forcément des étudiants, des personnes qui ont gravi les différents échelons dans votre métier et qui sont à un degré de maturité tel qu'ils peuvent préparer ce concours ? Quelles sont les clés peut-être que vous pouvez leur donner ? De l'endurance, du courage, de la persévérance, parce qu'en fait, on passe tous, je pense, en tout cas moi ça m'est arrivé, par des grands moments de désespoir, où on se demande pourquoi on a signé pour ça. Et parce que tout se passe pas toujours comme prévu. Hein. Et en fait, il faut s'accrocher. J'ai eu la chance de réussir du premier coup. C'est assez rare, en fait. Il y a aussi beaucoup de MAUF aujourd'hui qui ont eu plusieurs essais. Je suis très content, mais j'aurais pu aussi échouer. Le plus dur après, c'est de se remettre en selle. Mais je pense que quelqu'un qui s'est inscrit, j'imagine qu'il a une ambition de recommencer, quoi.
Vous avez dit quelque part, on devient un autre professionnel et ce, quel que soit le métier. Alors vous, est-ce que vous avez changé au lendemain de votre diplôme ? Oui, en fait, on se sent plus légitime, renforcé dans ses savoirs, parce que le jury, en fait, qui sont des experts, des professionnels, qu'on connaît souvent de nom, qu'on respecte, même si on ne les connaît pas personnellement, nous ont validés. Et c'est presque un adoubement, en fait. On rentre dans un cercle de personnes qui ont présenté leur travail et leurs compétences à un collège d'experts et qui a, en fait, validé. Donc c'est vrai que c'est plus qu'un diplôme. On va revenir à vos études. Vous êtes nantais, vous êtes né à Nantes. Donc après votre baccalauréat en 1992, dans la série mathématiques, vous semblez hésiter avec des études vétérinaires et finalement vous optez pour viser plutôt un CAP de sérigraphie industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a volé mon scooter. En fait, c'est ça qui a tout déclenché. Donc j'étais en série C, j'ambitionnais d'être vétérinaire. J'ai pas beaucoup travaillé pendant ces années-là, donc j'ai pas réussi à rentrer en prépa véto. Alors Pascal Cohen, vous passez un BEP préparation de la forme imprimante. J'étais en train de changer de projet. En un an. Je séchais un peu les cours et je travaillais dans l'artisanat, dans la fonte d'objets d'art en bronze et dans l'inclusion dans des blocs d'actu-glace, et on faisait aussi des marchés d'artisans. Au cours d'un de ces marchés, j'avais garé mon scooter et en fait on me l'a dérobé. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer le fils d'un autre artisan qui m'a accompagné en moto. Et finalement, vous avez une sorte de vocation à rebours, quoi. Plus vous entriez dans la profession, en fait, plus vous étiez passionné. Et c'est ça, la passion du métier, mais aussi la passion de transmettre. En fait, ce qui est vraiment palpitant dans ces métiers, c'est démarrer avec des jeunes qui viennent avec une certaine envie d'apprendre. On n'est pas toujours au courant de leurs projets, parce que des fois, ils cachent un petit peu leurs ambitions. Bon, faut le dire, certains, c'est qu'ils n'ont trouvé que ce métier-là pour les accueillir. Mais beaucoup ont tout de même des envies derrière, monter une entreprise, devenir artisan à leur compte. Et en définitive, on les accompagne dans la construction de leurs projets. Et ensuite, on adapte nos enseignements en fait, à leurs demandes. On a en fait un objectif qui est le référentiel, le CAP. S'ils sont en attente de davantage, on est là aussi pour ça. Peut-être d'un étudiant à l'autre, vous allez avoir des résultats qui vont peut-être aussi vous étonner, non ? Tout à fait. Ils sont déjà dans des entreprises qui peuvent être très différentes. On a des apprentis qui sont dans des entreprises 100% textiles. En alternance, beaucoup ? Tous en alternance. Nous, nos apprentis sont tous des jeunes avec un contrat de travail avec leur employeur. Ils sont rémunérés et ils alternent effectivement. Alors en CAP, c'est 15 semaines sur une année au CFA, tout le reste en entreprise. Alors je voudrais qu'on parle aussi de vos propres travaux de sérigraphie dans le domaine signalétique par exemple. Donnez-nous des clés un petit peu. Donc, Alors, en fait, il va falloir souvent jouer un rôle de conseil auprès des clients qui ont souvent en fait une idée en fait du résultat qu'ils souhaiteraient obtenir.
Et on doit souvent leur expliquer qu'il y a un compromis qu'on va être obligé de faire en sérigraphie entre la durabilité. Souvent, nos clients attendent un visuel qui dure des années en extérieur et le respect de l'environnement, qui est une demande qui est de plus en plus faite par nos clients. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibles à ça. On le voit dans le textile, par exemple, où les clients sont plus ouverts à des t-shirts qui ne seraient pas en coton blanc. Et c'est pareil pour les matériaux d'affichage. On était beaucoup dans le 100% plastique il y a quelques années. Aujourd'hui, on a des produits qui sont à base de papier ou avoir simplement des feuilles plastiques en extérieur. Et c'est vrai qu'on a ce rôle de conseil, aussi bien sur le matériau, la durabilité, mais des fois sur la partie graphique aussi. Dans le textile, vous travaillez pour des marques spécifiquement ? Il va y avoir des sérigraphes qui vont être dans la catégorie, on va dire, publicitaire. Ces personnes-là, en fait, souvent font de la reproduction de logos, en fait. Ce ne sont pas des sérigraphes qui font de la collection. Et il existe des entreprises qui sont en lien avec des marques. Par exemple, Vuitton, qui a de nombreuses sérigraphies sur leurs produits. Et là, dans ces cas-là, ils ont des entreprises avec lesquelles ils sont fidèles, qui ont des procédés très pointus, spécifiques et protégés par un grand secret, en fait. À Graphipolis, quel type de matériel vous avez ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui faites l'évolution des machines, par exemple ? Est-ce que c'est vous qui commandez ces machines en fonction des différentes décennies où l'évolution a été telle que finalement, il faut être au goût du jour ? On essaye de s'adapter, effectivement, et notre CFA, de ce point de vue-là, est très réactif. Il y a eu la révolution du numérique et nous n'avons pas attendu que les référentiels des diplômes, parce qu'en fait on est un peu piégé par les référentiels. Le référentiel parle de compétences à transmettre et parle aussi des fois de matériel sur lequel on doit faire travailler nos jeunes. Et souvent les référentiels ont un temps de retard sur la réalité. Dans ces cas-là, on essaye, nous, d'anticiper. Et par exemple, on a de plus en plus de matériel numérique, notamment aussi de façonnage à commande numérique. On a par exemple intégré la broderie récemment. La broderie ne fait partie d'aucun référentiel, mais on a beaucoup de sérigraphes textiles qui ont de la broderie. Donc on s'est dit qu'il était très intéressant de commencer à l'intégrer en se disant peut-être qu'un jour ce serait dans un référentiel et que de toute manière, il est important qu'un sérigraphe ait une toute petite notion au moins de ce qu'est la broderie. Donc on a un petit peu de liberté dans la mesure de nos moyens financiers, bien sûr. Alors vous travaillez avec deux autres meilleurs ouvriers de France qui sont dans la société, Michael Pajot et Philippe Tanguy, tous les deux diplômés dans la section impression. Oui, impression aussi, mais eux dans la spécialité offset, en 2011. Et c'était là aussi pour eux un challenge, hein. Ils venaient aussi le week-end travailler pour s'en sortir. Alors, les mots techniques qui sont relatifs aux ustensiles que vous utilisez, les machines, est-ce que tout ça, pour nous, c'est un petit peu un jargon particulier Oui, en fait, la sérigraphie n'étant pas un métier très pratiqué et très connu, nos mots métiers ne sont jamais rentrés dans le dictionnaire. Et c'est vrai que quand on parle en typographie d'une bas de casse, ouais. C'est un terme qui est devenu courant, il est rentré dans le dictionnaire. Aujourd'hui, les gens peuvent même utiliser le terme bas de casse sans savoir que ça fait référence à la typographie. Nous, en sérigraphie, je vais vous prendre un seul exemple. Notre forme imprimante s'appelle un écran. Et dans le dictionnaire, au mot écran, on ne trouve pas l'alinéa qui se penche sur le sens de ce mot pour le sérigraphe. Donc en fait, tous nos mots, aucun n'est gravé dans le marbre en fait. Et c'est vrai que ça tourne vite à un jargon d'initié. On a l'habitude dans ces podcasts de demander à chaque MOF quel est l'ustensile qu'il préfère. Alors vous, je pense que vous n'avez peut-être pas parlé d'ustensile, mais vous avez parlé de machine alors, ou d'outils particuliers. C'est dur d'y répondre. Je dirais en fait l'écran de sérigraphie, la forme imprimante. C'est en fait le cœur de notre métier. Quand notre forme imprimante est bien réalisée, une bonne partie du travail est déjà fait. Quelle est la plus grande satisfaction des étudiants une fois leurs travaux terminés ? Alors, je suis particulièrement dur en fait dans mes évaluations. C'est souvent, je suis assez avare en compliments. Ça, c'est un reproche souvent qui m'est fait. Et souvent, ils attendent plus. Et en fait, je sais tellement la marge qui reste au-dessus que je ne veux pas leur laisser croire qu'ils sont tout en haut. Et moi non plus d'ailleurs. Quand on regarde a posteriori notre propre travail dans le concours, on n'y voit que des défauts.
C'est souvent ça le problème des gens qui sont un peu trop perfectionnistes. Ceci dit, avec l'âge, j'entends bien des fois quand ils ont besoin d'un encouragement, et je leur explique que dans ma bouche, très convenable, c'est presque très très bon. Est-ce que vous avez une devise dans la vie, dans votre vie professionnelle ? Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est quelque chose qui est important. Souvent, les gens considèrent les CAP comme des petits diplômes faciles. C'est pas du tout le sentiment qu'on a chez nous. Sur le CAP de sérigraphie, c'est un diplôme compliqué. L'épreuve de technologie dure 4 heures. Une épreuve écrite de 4 heures sur table, et qui est souvent l'épreuve qui fait le plus peur à nos candidats. Ils ont aussi une épreuve de pratique de 8 heures globalement, avec 2 épreuves à l'intérieur, une de 2 heures, une de 6 heures. Celle-ci leur fait beaucoup moins peur, parce qu'en fait, c'est vraiment de la production qui correspond un petit peu à leur travail quotidien. Mais il doit y avoir des niveaux différents, parce qu'une personne qui a une trentaine d'années en pleine reconversion et un jeune qui a entre 15 et 17 ans, qui n'a peut-être pas la maîtrise du français comme tout élève, disons jusqu'en seconde, est-ce qu'il n'y a pas des décalages justement ? Oui, il y en a. Il y a vraiment des décalages dans la façon de s'exprimer. On a aussi de plus en plus souvent des jeunes qui ont des troubles 10, donc dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, mais on les accompagne du mieux possible. On a aussi des malentendants qui ont du coup des interfaces qui viennent les aider en cours si c'est pour traduire, je pense que c'est le terme qu'ils emploient, donc pour les accompagner et en atelier et en cours, ainsi qu'en épreuve et en examen. Et puis une des dernières questions, c'est l'avenir de la sérigraphie en France par exemple. Comment vous le voyez ? Quand je suis rentré en sérigraphie donc en 95, on me prédisait la mort du métier dans les années 2000 avec le numérique. Et en définitive, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple. La sérigraphie, en fait, il y a la sérigraphie que tout le monde connaît, le textile, le publicitaire, donc les panneaux de chantier, les panneaux qu'on voit sur les maisons à vendre, vendus, tout ça c'est la sérigraphie. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de la sérigraphie qu'on ne voit pas. Par exemple, les pare-brises à l'arrière des voitures, la grille de dégivrage est appliquée par procédé sérigraphique. On a eu une fois un carreleur qui est venu se former chez nous pour apprendre à apposer un logo en fait sur un carrelage pour faire une prestation que ses concurrents carreleurs ne sauraient pas faire. Et il ne voulait pas devenir sérigraphe. Il voulait simplement être capable d'être autonome pour faire quelques carreaux avec le logo, pour le mettre dans un restaurant et s'assurer en fait plus de clientèle. Donc on trouve beaucoup de gens qui vont prendre la sérigraphie pour des nouvelles activités où ce n'était pas encore utilisé. Il ne faut pas oublier que nous sommes une technique de pochoir en fait. Avec une machine ou sans machine, on peut travailler à la main, on peut imprimer sur des cylindres, on peut imprimer des formes un peu étonnantes, on n'imprime pas forcément à plat. Et ce potentiel étant énorme, en fait quand on perd un marché, on n'en gagne rien ailleurs. Et c'est pas un métier aujourd'hui où on perd de l'emploi, c'est un petit métier, mais nos jeunes, quand ils souhaitent rester dans le secteur, trouvent un emploi. Alors profondément, vous avez une âme d'industriel ou d'artisan ? Les deux, c'est-à-dire en fait quand il nous arrive de faire de la formation en entreprise, on est souvent confronté aussi, on a un thème de formation bien sûr, on a un cahier des charges avec des attendus, mais dans la formation, il arrive souvent qu'on échange aussi en dehors du thème prévu. Et on vient souvent nous voir avec des problématiques un peu plus pointues, des choses où ils attendent un conseil extérieur. Donc ce regard extérieur, souvent chez les industriels en fait, est très intéressant. Parce que c'est une remise en question, on est obligé de phosphorer, de creuser. On n'a pas toujours la réponse le jour même. Il nous arrive des fois d'apporter une réponse une semaine, 15 jours plus tard. Et le côté artisan, on l'a aussi de plus en plus, notamment cette année, une nouvelle épreuve commence pour les CAP. C'est l'épreuve du chef-d'œuvre, une épreuve orale au cours de laquelle ils présentent un travail qu'ils ont réalisé en équipe, transdisciplinaire. Donc ça doit être rattaché à une autre matière que la sérigraphie, pour nos sérigraphes. Et là, on les a laissés libres et ils sont partis dans tous les sens. On a des jeunes qui ont redécouvert la sérigraphie avant les émulsions photosensibles, donc des années 40. Ils ont fait des pochoirs comme on faisait dans les années 1940. Donc nous, on savait vaguement en théorie comment on faisait, mais là, on s'est collé à la pratique. Donc on n'a pas réussi du premier coup,
Et on s'est attelé à la tâche. Et en fait, on a accompagné nos jeunes à la redécouverte d'une ancienne version de la sérigraphie. C'est ça qui est passionnant. Et ça, c'est de l'artisanat. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette conversation avec Pascal Cohen. Nous le remercions chaleureusement pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, montage et post-production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode. Jury de choix de sujet oui, pour l'année prochaine. Oui, ça, on n'en a pas tellement parlé de donc ça. Donc là, c'est vrai que je ne peux pas je comprends. m'engager. Mais par contre, je leur explique simplement que c'est effectivement très lourd. Pour tout le monde. Je pense que quand les gens s'inscrivent, ils constatent qu'ils n'ont pas le niveau. Personne n'a le niveau. Il faut 2 ans pour se préparer, au moins 1 an. Enfin, 2 ans, en fonction évidemment de tout ce que vous avez fait avant. De longs mois, de longues années, effectivement. Et en fait, je pense aucune personne qui a été titrée ne peut dire j'y suis allé les doigts dans le nez. Non, ça c'est vrai. Non, mais ça, je pense pas. C'est bon, la voix, tout ça, ça passe bien ? Oui, c'est bon.